Bonjour Yvan Rioufol, bienvenue dans la Bonjour, conversation et merci d'avoir accepté notre c'est moi. invitation. Yvan Rioufol, vous êtes journaliste, vous avez fait vos débuts dans la presse régionale à Nantes, au Figaro depuis 1985, vous êtes titulaire du bloc-notes depuis 2002 que vous publiez chaque vendredi. Vous tenez également un blog qui s'intitule Liberté d'expression. Vous êtes chroniqueur sur CNews dans l'heure des pros et vous intervenez également sur cette chaîne dans votre propre émission diffusée le dimanche soir face à Rioufol. Journal d'un paria, publié aux éditions, aujourd'hui on va parler de ce livre-là, Journal d'un paria, publié aux éditions de l'Artilleur. C'est l'ensemble de ces bloc-notes du 10 janvier 2020 au 17 décembre 2021. Alors vous êtes un observateur. Est-ce que je peux dire de vous que vous êtes un homme qui doute vous refusez ce conformisme intellectuel, vous refusez de suivre la meute, vous refusez la pensée unique. Vous êtes un insoumis, un résistant et donc un paria. Je suis un observateur. J'essaye d'être un bon photographe de l'instant, si vous voulez. Et un photographe par les mots, bien entendu, mais un photographe malgré tout, parce que j'essaie de décrire ce que je vois, et ce que je vois n'est pas exactement ce que l'on voudrait me montrer. Et donc, toute ma carrière journalistique, si je puis dire, a été d'entendre tout le monde, tout simplement d'entendre tout le monde, pas simplement d'entendre le discours officiel, parce qu'il y a un discours officiel qui est prédominant, mais d'entendre également ce que disent les Français. Ce que disent les Français, en général, n'est pas répercuté ou mal répercuté par les médias. J'en fais l'expérience depuis longtemps. Je suis maintenant un très vieux journaliste et j'ai commencé même dans la presse locale et également dans la presse locale qui était pourtant une presse de proximité. Il était difficile pour les gens, je l'avais remarqué tout de suite, d'accéder dans le fond aux médias, sinon à travers des filtres, etc. Donc moi j'aime bien casser les filtres. Donc un résistant par la force des choses, parce que naturellement j'ai dû résister au système, pour employer ce grand mot, mais le système existe. C'est vrai qu'il y a quand même une sorte de conformisme imposé, de pensée unique, ce n'est pas un cliché que de le dire. Et je me suis efforcé, mais je n'étais pas le seul, nous sommes quelques-uns tout de même dans la profession, à refuser de nous plier, dans le fond, à ce conformisme ambiant, mais qui est réel dans la profession. Oui, c'est vrai. Alors justement, j'allais y venir, vous évoluez dans le milieu des médias, milieu au sein duquel règne ce conformisme. Est-ce qu'on a tenté de vous soumettre à ce conformisme, de vous censurer parfois, ou dans le cadre de vos bloc-notes, ou pas du tout? Écoutez, d'abord, j'ai commencé ma carrière comme journaliste de terrain, donc il n'y avait pas de censure à avoir. J'en ai pas trop souffert. J'étais reporter. Et donc, quand vous êtes reporter, vous décrivez, dans le fond, des faits qui ne méritent pas, qui n'ont pas l'envergure politique que pourrait avoir ensuite un commentateur. Mais quand je suis devenu commentateur, éditorialiste, c'est-à-dire, en fait, il y a 20 ans de cela, j'aurais pu, bien sûr, à ce moment-là, subir les pressions de la ligne éditoriale. Mais j'ai eu la chance, quand on m'a proposé de succéder à Max Clos pour prendre le bloc-notes, c'était Oui. Yves de Chaise-Martin, à l'époque, le patron du Figaro, qui m'avait convoqué dans son bureau, je ne demandais rien, et qui m'avait proposé de reprendre cette succession, qui ne se refuse pas. Non, j'allais vous le dire. Elle avait été Ça se lancée refuse par pas. François Mauriac en 1952, l'année de ma naissance. Il y avait un signe. Il m'avait dit, je vous la confie à deux conditions. Vous restez qui vous êtes et vous êtes dégagé de la ligne éditoriale du Figaro. Alors, dans ces cas-là, on dit, merci monsieur. Oui, c'est un beau cadeau, ça. Et donc depuis, cette règle non écrite a été reprise par tous les autres dirigeants du Figaro. Ce qui fait que j'ai une place assez privilégiée où, en effet, j'écris absolument ce que je veux et on n'a jamais enlevé une seule virgule, ni naturellement un seul mot de ce que j'ai pu écrire depuis maintenant 20 ans. Donc oui, vous bénéficiez d'une grande liberté. J'ai une liberté totale. J'ai une liberté totale. Et ça, c'est un privilège aujourd'hui. Ah oui, c'est un grand privilège. Donc il y a quand même cette manière, effectivement, que l'on m'a donnée de pouvoir m'exprimer librement. Et puis, il y a aussi cette tendance que j'avais, malgré tout, à ne pas vouloir non plus accepter les normes, les directives. Et donc, il aurait été difficile, effectivement, pour la direction de me faire écrire ce que je ne voulais pas écrire. Elle le savait sans doute aussi. Et donc, alors maintenant, est-ce que c'est parce que j'ai une indépendance d'esprit? Je veux bien le croire aussi. Mais je ne suis pas le seul. Il y a d'autres confrères qui ont cette indépendance d'esprit-là, mais qui n'ont peut-être pas eu la liberté d'avoir la formule qui m'a été donnée de m'exprimer toutes les semaines sur les sujets que je voulais, avec l'angle que je voulais.
Alors, je vais vous citer Descartes qui dit: pour examiner la vérité, il est besoin, une fois dans sa vie, de mettre toute chose en doute autant qu'il se peut. Alors, Descartes dit une fois dans sa vie. En ce qui vous concerne, je vous suis pas mal, je vous ai beaucoup lu. J'ai l'impression que c'est un principe, un doute systématique. C'est le signe de quoi? D'un esprit critique, d'une peur, d'une réflexion permanente? Je trouve que c'est la démarche élémentaire pour quelqu'un qui veut essayer de comprendre ce qui se passe et surtout qui veut essayer de faire comprendre ce qui se passe. Encore une fois, je veux être un bon photographe. Je ne prétends pas être plus que cela. Je ne prétends pas être un intellectuel, un sociologue, un politologue, quoi que ce soit. Non, je veux essayer de faire comprendre ce qui se passe tel que je le vois. Et donc, encore une fois, le doute me paraît être l'élémentaire intelligence de base pour comprendre quels sont les éléments contradictoires qui font une vérité ou qui font approcher une vérité. Et en tout cas, je ne me satisfais pas, encore une fois, du discours officiel, de ce que l'on a pu entendre, par exemple, pendant la crise sanitaire, qui était cette récurrence de dire il n'y a pas d'alternative. Et ce qui a suscité d'ailleurs ce petit pamphlet que j'ai mis en ouverture de mon bloc-notes dans ce livre, sur les mémoires d'un paria, sur le journal d'un paria, pardon. Oui. Parce que c'était insupportable que d'entendre à chaque fois le gouvernement nous dire il n'y a pas d'alternative concernant cette politique hygiéniste, alors qu'en effet, il y avait quand même des opposants qui disaient si, il y a des il y a d'autres solutions, on nous interdit de dire ce qui était défendu par on ne sait trop qui, ce système médiatique, ce système hygiéniste mis en place, etc. Et donc, encore une fois, j'ai fait mon boulot de journaliste, tout simplement. Je ne prétends pas du tout à une grande originalité. Simplement, j'essaye d'écouter tout le monde, voilà, tout simplement, et d'être non pas juge, mais d'être en tout cas partisan d'une approche d'une vérité, d'une approche du réel, en fait, de redécouvrir ce qu'est la réalité. Oui, alors en tout cas, de préserver à tout prix la vérité, même celle qui pourrait éventuellement déranger, et le doute. Mais surtout celle qui dérange, voilà. C'est ça ce qui est très intéressant dans ma profession, c'est non pas de voir quel est le théâtre qu'on vous propose, mais de voir quelles sont les coulisses de ce que l'on veut vous cacher. Ce que l'on veut vous cacher est en général beaucoup plus intéressant que ce que l'on vous montre, naturellement. Et donc je regarde bien sûr ce que l'on montre. Je ne dis pas que tout ce que l'on montre est faux et déformé, mais enfin, c'est quand même malgré tout, ça demande une double lecture, une triple lecture, et ça demande en tout cas à ce que ce soit décortiqué et que l'on aille voir pourquoi on ne veut pas parler d'autre chose que ce discours officiel-là, qui est souvent un discours émollient, aseptisé, et qui conforte les pouvoirs en place, quoi, sans être très révolutionnaire. Bon, on peut quand même dire cela, et c'est vrai que le pouvoir en place, en général, s'accorde d'une vérité qui n'est pas exactement celle des faits. Alors, puisqu'on parle de vérité, quand on vous lit, quand on découvre vos bloc-notes, on a l'impression que pendant cette épidémie, on nous a, enfin, vous imaginez qu'on nous a menti, enfin, en tout cas, qu'il y a eu, que tout a été amplifié, que c'était une véritable mascarade. Au début, Yvan Rioufol, comme nous tous, j'imagine, vous avez eu peur, on était dans le flou. Et puis, vous avez refusé la vaccination et le pass sanitaire. Qu'est-ce que vous avez compris qu'on n'a peut-être pas saisi? Au tout début, j'étais vraiment comme tout le monde. Je n'ai pas faim à être original. Au tout début, je crois même d'ailleurs l'écrire dans les premières notes, dans les premières pages de mon bloc-notes de 2020, qui on nous annonçait 500 000 morts. En France, vous vous rendez compte? Donc j'étais, comme tout le monde, paniqué. Affolé, et j'ai dit, écoutez, il faut suivre, et je crois même dire cette phrase-là, il faut soutenir le président de la République dans cette nouvelle guerre, parce que si vraiment c'est 500 000 morts, il n'y a pas à tergiverser. Mais très vite, je me suis rendu compte que d'abord, c'était une exagération insensée, que ces 500 000 morts-là, ça ne reposait sur rien. Et puis ensuite, que j'ai reconnu tout de suite le mécanisme de la pensée obligée. Car alors en préalable de ma formation, si vous voulez, j'ai fait du droit, mais je me suis surtout formé moi-même à travers des lectures de dissidents russes, de dissidents chinois, de dissidents d'Europe de l'Est, etc. Solzhenitsyn et compagnie. Et donc, pour me familiariser à la pensée totalitaire. Et j'ai commencé à voir les prémices à travers ce qui se programmait, non pas d'une pensée totalitaire, mais déjà d'une pensée totale, d'une pensée totalisante, avec une sorte de vérité officielle qui était assommée,
et qui empêchait les contradicteurs de s'exprimer autrement qu'en devenant des dissidents. Et donc, j'ai trouvé tout à fait anormal que par exemple, que l'on interdise de parole ceux qui nous disaient que cette crise sanitaire n'était en fait pas si grave, les docteurs Perron, les professeurs Perron, les professeurs Raoult, etc., en leur disant, et je vous ferai remarquer d'ailleurs qu'ils avaient raison, parce qu'il y a un élément tout à fait qui est passé inaperçu, mais qui est récent, de la semaine dernière, des chiffres de l'INED, l'Institut national des études démographiques, qui ont montré que la surmortalité en 2021 a été de 35 000 morts. 35 000 morts. C'était bien ce que disaient tous ceux à qui on n'avait pas voulu donner la parole, qui disaient que ce n'était pas en fait beaucoup plus grave que la grippe de Hong Kong de 1969. Et ils avaient raison. Je fais cette parenthèse. Et donc j'ai eu raison de vouloir effectivement les entendre et de leur donner la parole également, parce que j'ai donné la parole au professeur Perron, notamment dans mon émission de télévision sur CNews. Et donc, tout ça pour dire que effectivement cette construction que je m'étais faite contre l'esprit totalitaire et pour la liberté totale de dire et d'exprimer m'a aidé effectivement à analyser le mécanisme dans le fond de cette société hygiéniste qui se mettait en place en instrumentalisant les peurs et en infantilisant les citoyens. Bien sûr. Et c'est à ce moment-là que je me suis raidi et que j'ai trouvé qu'il devenait insupportable d'entendre systématiquement les discours gouvernementaux qui reprenaient dans le fond les certitudes des laboratoires pharmaceutiques sans aucun recul. Et c'est ainsi qu'on nous a dit que les vaccins vaccinaient, que les vaccins étaient indispensables, qu'ils vous protégeaient, qu'ils protégeaient les autres. Enfin, toutes ces contre-vérités qui débouchent aujourd'hui sur ce que l'on sait maintenant des vaccins, c'est-à-dire qu'ils ne protègent pas des autres, et parfois même qu'ils accentuent, pour ce que l'on commence à en voir, qu'ils accentuent certaines maladies. Alors certes, en disant qu'ils protègent les plus vulnérables, on veut bien l'entendre, c'est peut-être vrai, je ne sais pas. Alors, mais en tout cas, je n'ai aucune... Je n'ai aucun regret d'avoir résisté à cette... Alors que vous n'êtes pas un anti-vax, ça il faut le signaler. Vous n'êtes pas je ne suis pas anti-vaccin du tout. J'ai tous mes vaccins, mais malgré tout, je ne me suis pas fait vacciner. Mais vous avez eu le pass sanitaire quand même. Vous n'y avez pas échappé. Alors j'ai le pass sanitaire parce que j'ai eu le Covid. Oui, justement. J'ai eu le COVID, mais j'ai eu un Covid tout à fait anodin. Et d'ailleurs, je me suis soigné avec les médicaments défendus, c'est-à-dire de l'ivermectine. Ça m'a fait d'ailleurs beaucoup de bien parce que vraiment, je n'ai absolument rien senti. Mais quand vous avez le Covid, on vous donne d'office un pass sanitaire. Et donc, moi qui refusais ne serait-ce que de le montrer, j'ai été assez embarrassé, mais j'ai continué à boycotter tous les restaurants qui me demandaient le pass sanitaire. Donc j'ai voulu aller jusqu'au bout dans ma démarche, de ne pas vouloir me plier à ces nouveaux passeports insupportables. Alors là, c'est un autre sujet, mais je trouve qu'on entre à travers le pass sanitaire dans une autre société de ségrégation hygiéniste et d'interdits de toutes sortes qui me semblent insupportables. Et d'ailleurs, j'ai été très déçu de l'apathie. Complètement. Alors, j'allais y venir. Journal d'un paria, c'est un recueil de bloc-notes de 2020 à 2021. Et c'est l'expression d'une pensée, d'une réflexion à un instant précis. Donc, vous avez décidé, en le publiant d'ailleurs, de ne changer aucune virgule et donc de prendre le risque, avec le recul, puisqu'il a été publié un peu plus tard, peut-être de vous tromper sur certaines de vos analyses. Et un de vos bloc-notes, j'allais dire une de vos chroniques, s'intitule « Le monde d'après s'annonce réactionnaire ». Ça, c'était en février 2021. Vous aviez imaginé quoi ? Une révolte comme celle des Gilets jaunes, une espèce de réveil qui n'a pas eu lieu, à part quelques manifestations contre le pass sanitaire. Alors, je ne me souviens plus exactement quelle était la teneur de cette chronique-là, mais en tout cas, j'avais écrit un livre précédemment qui était paru au PUF, qui s'appelait « De l'urgence d'être réactionnaire » et qui décrivait ce que j'observais de la société, qu'il y avait à travers ce grand conservatisme ambiant, ce grand immobilisme, ce somnambulisme ambiant, il y avait une pensée réactive au cœur même de la société, de cette société des oubliés, ce qu'on avait appelé la société des oubliés, qu'il y avait quand même d'abord une rupture, c'est une banalité de le dire maintenant, mais une rupture entre une partie du peuple et leurs élites, et que dans ce peuple-là, il y avait un peuple qui n'entendait plus jouer le jeu et qui entendait, par réaction, maîtriser son destin par ses propres moyens, ou par le jeu politique, ou par ses propres moyens. Et donc,
Là, je ne me souviens plus quelle est la teneur de la remarque, mais j'ai pensé effectivement que ce mouvement réactif, ce mouvement réactionnaire est un mouvement qui aurait pu écrire l'histoire. Et il a écrit l'histoire avec les Gilets jaunes, malgré tout. Oui, bien sûr. C'est que cette survenue d'une révolte qui venant spontanément au-delà des syndicats, au-delà des partis politiques, au-delà des leaders, au-delà des slogans également, au-delà même des idéologies, parce que c'était un mouvement trop spontané pour perdurer, mais en même temps, un mouvement qui illustrait assez bien ce que j'avais pressenti auparavant de cette réactivité d'une société qui n'en pouvait plus. Et donc, j'ai pensé que cette réactivité-là allait perdurer, et j'ai été effectivement déçu, un peu accablé de voir que ces gilets jaunes, ces Gaulois réfractaires, immédiatement après qu'on leur ait dit qu'ils allaient mourir s'ils ne portaient pas de masque, de laisse, de muselière, de tout ce que vous voulez, sont rentrés chez eux, se calfeutraient, etc. Et donc, en effet, je n'ai pas compris, je n'ai pas vu je n'ai pas vu effectivement. Alors vous l'analysez comment? Parce que alors il y a eu cette instrumentalisation de la peur, cette propagande, très bien. Et encore, est-ce que vous pensez que la distribution des fonds publics a servi à apaiser les esprits, à nous sécuriser d'une certaine manière? Bien sûr, bien sûr. Mais je crois que, mais en même temps, je reconnais que quand vous dites que le danger est tel que tout le monde va mourir, si on ne se vaccine pas, on va tuer sa grand-mère. Vous aviez des publicités qui montraient un enfant qui embrassait sa grand-mère et qui ensuite était en réanimation. Il y avait des choses horribles qu'on nous a montrées. Terrible. Vous aviez le patron de la santé qui égrenait les morts tous les soirs à la télévision. Comment voulez-vous ne pas être traumatisé? Donc les gens ont été effectivement, naturellement, convaincus qu'il fallait obéir. Et c'est ce que demandait d'ailleurs le gouvernement, qu'il fallait obéir à cet ordre hygiéniste-là. Donc, j'ai été désolé de voir qu'il y avait aussi peu d'esprit critique, mais l'esprit critique n'était pas seulement dans cette société éruptive, jadis éruptive, naguère éruptive, mais qu'il n'y avait aucun esprit critique non plus dans le monde intellectuel. Et c'est ça qui a été désolant. C'est-à-dire que très peu ont été les intellectuels qui ont dit qu'il y avait un abus de pouvoir, qu'il y avait une manipulation de la peur insensée, cette infantilisation qui a fait que le gouvernement, l'État-mama, comme l'appelait Jean-François Revel, prétendait maintenant nous dire exactement tout ce que vous voulez faire. Rappelez-vous, je crois que c'était il y a un an tout juste, en mars 2021, il faudrait retrouver le document, malheureusement je ne l'ai pas apporté, mais vous aviez le Premier ministre qui avait sorti un petit manuel, un petit catéchisme, ça s'appelait « Dedans avec les miens, dehors en citoyen ». Et il y avait une énumération de 10 commandements complètement stupides les uns comme les autres. C'était commencé par « je porte le masque »,« je n'invite pas chez moi », etc. « Je me lave les mains ». Et voilà comment le gouvernement a considéré les citoyens. Donc vous vous rendez compte d'où on vient et quelle a été cette manière de nous... Est-ce que vous pensez, excusez-moi de vous interrompre, vous parliez d'État-mama, est-ce que vous pensez que tout ça a créé un précédent, qu'il y a une possibilité de retour en arrière, ou est-ce qu'au contraire, les citoyens se sont habitués à cette infantilisation? Est-ce que ça les rassure? Est-ce qu'il y a une forme de résignation? Vous parlez d'une république compassionnelle. Est-ce qu'on va revenir aux choses d'avant, ou vous pensez que c'est figé? Moi, il faut se méfier de l'eau qui dort. Je pense que les colères françaises demeurent malgré tout. Il y a eu cette sidération incontestable, mais je pense que d'abord les Français vont se rendre compte qu'on les a abusés, parce que c'est mon sentiment profond. Je pense qu'on a joué de leur peur pour leur imposer cet ordre hygiéniste-là, pour leur imposer dans le fond une autorité de l'État qui par ailleurs faisait défaut surtout, et singulièrement sur les problèmes sécuritaires, et que l'État, afin d'être présent à travers cette situation hygiéniste pour essayer de masquer qu'il ne l'était plus sur bien d'autres sujets, et singulièrement dans la manière dont les gens vivent la désintégration de la nation. Donc je crois que les Français commencent à prendre du recul. J'espère et je pense que les Français vont prendre du recul et vont se rendre compte qu'ils ont été abusés. Et puis malgré tout, encore une fois, cette instrumentalisation de la peur, si elle est faite pour tétaniser,
elle n'arrive pas malgré tout à éteindre les problèmes. Et les grands problèmes demeurent, c'est-à-dire les grands problèmes qui sont de ceux qui sont liés à la désintégration de la société, à la paupérisation, à l'endettement colossal. Tout cela est là. Et je pense que l'élection qui vient peut d'ailleurs réserver des surprises, parce que si le débat est pour l'instant en effet aseptisé à son tour, c'est-à-dire que l'hygiénisme d'État a fait en sorte que l'hygiénisme a aseptisé également cette campagne électorale. C'est peut-être une des conséquences de cet hygiénisme d'État, c'est que la pensée propre, aujourd'hui, elle est partout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aborder les pensées sales, qui seraient celles liées, par exemple, à l'identité française, sans vous faire traiter encore maintenant d'extrémisme ou de populiste. Mais je pense que ça, c'est le discours officiel qui ne répond pas aux compréhensions, me semble-t-il. C'est pas que ça me semble, c'est que les sondages le montrent, que cela ne correspond pas au ressenti des citoyens. Quand vous demandez aux citoyens s'ils pensent, ce qu'ils pensent du grand remplacement, s'ils ont peur du grand remplacement, ils sont 65% à dire oui, ils ont peur du grand remplacement, par exemple, un exemple parmi d'autres, ou ils refusent l'immigration de masse, ou ils refusent l'islam politique, etc. Donc on voit bien que les fondamentaux d'une réactivité de cette France réactionnaire sont là, mais que pour l'instant, en effet, le discours officiel l'a édulcoré, et donc tout va être de savoir si ce discours, cette chape de plomb, va pouvoir perdurer jusqu'au bout, ou si la cocotte minute va et je pense que la cocotte minute va exploser. Va exploser, oui. Vous avez sûrement raison. Mais est-ce que, et ça on le verra après les élections, mais est-ce que vous pensez qu'il y a eu une espèce de satisfaction à imposer des règles, cette espèce vous qui n'aimez pas l'autoritarisme, cette espèce d'autoritarisme accompagné de mise en scène, cette confusion des pouvoirs, parce que ça aussi, ça a été validé par l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. J'arrive pas à retenir à chaque fois. Alors, le Conseil scientifique, oui, et le Conseil de défense sanitaire qui finalement ont mis en place toutes ces règles. J'ai le sentiment, je me trompe peut-être, qu'il y a une espèce de satisfaction dans cet autoritarisme pour mieux nous endormir sur tout ce que vous venez de dire sur des sujets essentiels. Vous avez mille fois raison, oui. On a assisté à une sorte de coup d'État permanent au prétexte de nous protéger, de la protection contre un microbe. On a vu se mettre en place, en effet, un autoritarisme d'État. On a vu se mettre en place surtout une concentration inhabituelle des pouvoirs. Alors certes, elle est intrinsèque à la Ve République et à ce régime présidentiel, mais on a vu là, en l'occurrence, que le président de la République a pris tous les pouvoirs, n'était conseillé que par un conseil scientifique dont on ne connaissait pas qui était constitué de gens qui n'étaient pas désignés par le peuple, par un conseil de défense qui pareillement était aussi opaque, et tous les contre-pouvoirs. Et c'est ça qui est très dangereux sur notre démocratie, et qui montre que notre démocratie est vraiment très malade. C'est-à-dire que tous les contre-pouvoirs, c'est-à-dire le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, le Sénat et les médias, tous les contre-pouvoirs se sont mis au diapason de ce discours officiel, qui était un discours qui, encore une fois, n'était tenu que par le président de la République, conseillé par des groupements opaques, et sous la dictée, j'insiste encore, sous la dictée de laboratoires pharmaceutiques qui disaient que leurs études, que les conclusions de leurs études, à savoir que les vaccins protégeaient à 97%, c'était ce que répétait Véran il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a maintenant 6 mois, que ces vaccins étaient la solution miracle. Et donc, oui, on donne des leçons de démocratie à la Russie maintenant, et on dénonce l'oligarchie russe et la concentration des pouvoirs de Poutine, a raison, naturellement. Je ne dis pas que Macron est comparable à Poutine dans sa dérive dictatoriale, mais il y a chez Macron également une sorte de ce que j'avais appelé une macrocrature, c'est-à-dire une dérive de la démocratie dans une sorte de démocrature, de démocratie très abîmée et de plus en plus autoritariste, même pas autoritaire, parce qu'elle feint l'autorité, mais elle n'a aucune autorité, encore une fois, vis-à-vis, par exemple, des minorités les plus quérulantes, de celles qui sèment encore la pagaille tous les jours, et dans l'indifférence maintenant des médias, dans les cités sécessionnistes. Alors cette obsession hygiéniste, vous pensez qu'elle n'est au service d'aucun projet ? Alors, j'ai pris... c'est difficile parce que je vois bien là
la pente, immédiatement, on arrive dans le présupposé complotiste en disant que cet hygiénisme-là répondrait à une sorte d'ordre mondial. Moi, je raisonne sur des preuves. Ce que je vois malgré tout, donc je ne peux pas répondre très précisément à cette question-là, ce que je vois malgré tout, c'est que je ne veux pas écarter non plus cette hypothèse, au prétexte que ce serait une hypothèse complotiste. Je vois bien qu'il y a eu un mimétisme mondial et qu'il y a eu un paradoxe dans le fond, qu'on a pensé que cette crise du Covid qui faisait ressusciter les frontières était un coup d'arrêt au mondialisme. On a bien vu qu'en effet, que ce n'était pas si vrai que cela, puisque toutes les politiques qui ont été suivies ont suivi un mimétisme mondialiste imposé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, imposé par tous ceux et imposé par Schwab. Le livre de Schwab, Klaus Schwab, sur le grand reset, il faut le lire, il est très intéressant également, parce qu'il voit à travers cette crise hygiéniste l'opportunité de pouvoir penser la nouvelle société de demain, qui serait une société de la distanciation, de la société numérique, la société de la dénonciation, la société à la chinoise, la société de la surveillance généralisée. Donc il y a quand même un projet. Alors est-ce que c'est un projet voulu ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas il y a à travers cette crise politique, cette crise sanitaire, un projet politique. Et d'ailleurs, ça a été formulé également par le président de la République, ou du moins son porte-parole, Gabriel Attal, puisqu'il n'y a pas si longtemps, en juin, je crois, il a dit qu'il fallait aujourd'hui réfléchir à un nouveau contrat social. Et un nouveau contrat social qui voudrait que les devoirs passent avant les droits. Cela veut donc dire que les devoirs, c'est-à-dire les devoirs collectifs, passeraient avant les droits individuels, et donc la collectivité devait supplanter ce qui avait été constitutif de notre démocratie depuis les Lumières, à savoir que les droits individuels étaient des droits juridiquement définis et qui garantissaient l'autonomie de la personne. Or, dans ce nouvel ordre social qui a été esquissé, qui n'a pas été approfondi, mais qui existe et qui a été verbalisé par le gouvernement, on en viendrait à une société beaucoup plus collectiviste, de cette société à la chinoise, qui était tout à fait effrayante et qui s'accorde sur des mesures liberticides et sur une soumission de la collectivité à un ordre, en tout cas un ordre supérieur, voire à un ordre mondialiste, en effet. Oui. Mais la restriction de nos libertés les plus élémentaires a été validée par le Conseil d'État. Mais ça a été une horreur, bien sûr. Moi qui suis, on n'aurait pas imaginé un seul instant. On n'aurait pas imaginé un seul instant, mais encore une fois, même très peu d'intellectuels ont sursauté quand on a interdit aux gens d'aller et venir, et même encadrés par des autorisations. Et même de choisir leur médecin et d'interdire aux médecins de soigner. Il y a eu ça aussi. C'est-à-dire que les médecins généralistes ont été interdits de soigner au prétexte à l'époque, c'était l'hydroxychloroquine. Complètement, bien sûr. Oui, je me souviens. En disant que l'hydroxychloroquine pouvait même tuer. Coralie Dussopt, la députée LRM, avait même dit cela, alors que l'hydroxychloroquine, naturellement, était un produit anodin et qui a été interdit d'usage par le gouvernement après ce Lancet-Gate qui s'est révélé être une manipulation. Donc, si l'on veut, je pense qu'il y a vraiment matière aujourd'hui à creuser, à faire le bilan et à creuser cette gestion hygiéniste-là. Et on va s'apercevoir qu'il y a énormément de scandales sanitaires potentiels ou de scandales sanitaires tout court qui risquent d'éclater, à commencer par ces conflits d'intérêts entre les laboratoires pharmaceutiques et les décideurs. Mais je pense que vous avez complètement raison. Et alors, je reviens à votre livre, et notamment à un de vos bloc-notes que vous intitulez il y a presque un an, le 16 avril 2021, « Comment reconquérir l'honneur perdu ». Alors à ce moment-là, le Covid quitte un peu les grands titres, et vous revenez, vous, à des bloc-notes plus politiques dans lesquels vous faites un constat de l'état de notre pays. Le 7 mai 2021, vous intitulez l'une de vos chroniques « La France oubliée, pivot du monde d'après ». 4 juin 2021, « Comment la France abîmée peut renaître ». 3 septembre 2021, « Comment rompre avec le déclin français ». Est-ce que vous avez encore de l'espoir, Yvan Rioufol, ou est-ce que vous êtes complètement désenchanté ?
non, j'ai de l'espoir. Non, je pense vraiment, je fais confiance, moi, à l'intelligence collective, malgré tout. Alors, on vous a décrit, on a décrit la sidération de l'opinion, mais en même temps, je l'excuse par cette politique invraisemblable qui a fait oui, cette instrumentalisation qui a été terrorisée. Oui. Mais je pense que les fondamentaux restent, c'est-à-dire que les gens savent très bien que la vie qu'ils mènent n'est pas la vie qui est celle de leurs dirigeants, ce gouffre s'élargit de plus en plus entre ceux qui nous dirigent et ceux qui sont dirigés, qu'il y a au moins 2 France, si ce n'est 3 France. Et il y a la France d'en haut, la France d'en bas, et même la France des banlieues qui n'est pas exactement la même non plus. Et donc, tout ceci est un creuset qui reste explosif. Encore une fois, je pense que nous vivons une période pré-révolutionnaire, peut-être même une période révolutionnaire. Il y a une phrase de Chateaubriand qui, expliquant 1789, dit que quand la révolution 1789 a éclaté, elle était déjà finie. C'est parce qu'en fait, elle avait déjà mûri durant 20 ou 30 ans. Mais vous appelez, vous, à la révolte, à la révolution, oui. Quel style de... Je préférais que ce soit une révolte des urnes, bien entendu. Mais il est possible, en effet, que par l'effet de l'abstention, par l'effet du découragement, par l'effet de ce phénomène décrit par Maffezoli du peuple qui, ne voulant pas jouer le jeu, se réfugie sur l'Aventin et ne veut plus, comme à Rome, à l'époque des patriciens. Il est possible, effectivement, que ce peuple-là refuse d'aller aux urnes lors de ces élections. Et laisse à nouveau le système perdurer avec une assise électorale extrêmement faible, parce qu'il ne faut pas oublier que Macron, par exemple, a été élu, mais au premier tour de sa première mandature, il n'avait eu que 18% des suffrages des inscrits. Donc c'est très faible, naturellement. Donc on est dans une démocratie fragile, avec un suffrage confisqué, une démocratie confisquée même, et donc qui est à la merci de la moindre colère. Et si cette colère n'arrive pas à s'exprimer à travers un discours politique, elle risque de s'exprimer à nouveau dans la rue, bien sûr. Et puis c'est le sort également, dans le fond, de tous les régimes, de toutes les sociétés très conservatrices. Je crois que c'est Gustave Le Bon qui fait cette remarque, disant que les sociétés les plus conservatrices, il pensait à la Russie et à la France, n'arrivent dans le fond à évoluer qu'à travers des explosions sociales et des révolutions, parce qu'elles n'arrivent pas à s'adapter lentement aux évolutions du temps, comme savent le faire les anglo-saxons, par exemple. Et donc, effectivement, nous ne savons pas nous adapter, sinon par des ruptures successives. Et donc, il est possible, en effet, que cette révolution puisse être une révolution violente. Autant tout faire pour l'éviter et autant faire en sorte que les élections qui arrivent soient prétexte à balayer ce vieux monde qui n'en finit pas d'agonir. Mais alors, vous parliez de notre démocratie qui était en danger. Est-ce que vous pensez que c'est le début d'autre chose? Est-ce que vous pensez que ce rituel des élections est amené à terme à disparaître ou je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas. Là, je suis mal à l'aise sur les prédictions. Je pense qu'il y a une aspiration des gens à maîtriser à nouveau leur destin, à redécouvrir ce qu'est vraiment la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, tout simplement, et que cette oligarchie, ce clanisme qui est au pouvoir et qui est de plus en plus méprisant est quelque chose qui est insupportable à beaucoup. Moi, j'ai été très frappé, non pas d'entendre la foule crier lors d'un discours, d'un meeting de Zemmour, Macron assassin. Alors la presse est offusquée de ce terme-là. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que la presse s'intéresse de savoir pourquoi il y a une telle haine aujourd'hui contre le président de la République. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai qu'on ne l'a pas expliqué, vous avez raison. Alors, on peut remettre en cause ce qui a été dit, la façon dont ça a été exprimé. Ça se dit pas. Le fait que Zemmour ne soit pas intervenu, il aurait pu demander à la foule, il aurait pu la calmer. Mais vous avez raison, pas un seul instant, on s'est posé cette question-là. Oui, mais c'est la question. C'est ce qui me fait dire que cette révolution pourrait être une révolution violente, parce que là, dans cette foule qui a assisté au discours de Zemmour, je n'y étais pas parce que j'avais une émission à préparer, mais enfin, c'était pas les gilets jaunes, c'était plutôt une foule bien élevée. Et donc, que cette foule-là en arrive
à ce cri de haine, alors ce n'était pas toute la foule, m'a-t-on dit, c'était simplement une partie de la foule, mais à ce cri de haine sur Macron assassin, cela dit bien malgré tout quel est aujourd'hui le désespoir, au-delà des propos qui sont naturellement, formellement à déconseiller. On ne dit pas d'un président de la République que c'est un assassin, c'est une affaire entendue. Mais d'en arriver à ce point d'excès montre bien qu'il y a une incompréhension, un divorce, une contre-société, dans le fond, qui s'est installée. Et parce que ce pouvoir-là, ce pouvoir qui est là, qui perdure depuis 30 ans, 40 ans, parce que ce n'est pas simplement Macron, dans le fond, lui, Macron, il n'est que l'héritier de 30 ans ou 40 ans d'indifférence portée à la vie des gens, tout simplement, à la vie des gens des gens de peu, pas à la vie des gens privilégiés, bien sûr, mais je pense que c'est cette question-là, cette question identitaire, cette question sociale qui survient à travers Zemmour notamment, et à travers Marine Le Pen et à travers Mélenchon. Et tous ces candidats-là sont en train, qui montent d'ailleurs, sauf Zemmour apparemment, enfin, tous ces candidats visiblement arrivent à se faire entendre d'une opinion, et donc ils ont des choses à dire que ne semblent pas entendre ceux qui représentent aujourd'hui le pouvoir, c'est-à-dire cette Macronie qui me semble être complètement déconnectée du monde. Déconnectée complètement. Alors, je voudrais qu'on revienne à Zemmour, puisque vous en avez parlé. En avril 2021, vous disiez que le bon candidat serait celui des enracinés. Est-ce que Zemmour incarne ce candidat-là? Comment expliquez-vous qu'il soit aussi mal placé dans les sondages? Son sujet phare, quand même, c'était la survie de la France. Malika Sorel dit qu'il a très mal défendu ce projet de société qu'il portait en donnant une dimension ethnosociale à la question de l'identité et qu'il aurait fallu l'aborder sur un autre registre et s'adresser à tous ceux qui se sentent culturellement français. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'analyse de Malika Sorel est juste? Oui, déjà, je lui reconnais d'avoir supposé, il le dit lui-même, d'avoir supposé le sujet de la survie de la France. Et c'est très important d'avoir pu mettre ça au cœur de la campagne, malgré tout. Il faut lui rendre grâce d'avoir mis cette urgence. Alors, dans le débat, non, parce que cette urgence a été balayée ensuite par la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et malheureusement, il en a également pâti. Oui. Parce qu'il y a eu, après le Covid, qui avait servi de prétexte à ne parler de rien d'autre, il y a eu cette guerre qui a servi de prétexte à ne pas parler non plus de la campagne, à faire de cette campagne ce filet d'eau tiède que l'on connaît aujourd'hui. Donc je lui reconnais ceci. Je lui reconnais peut-être, effectivement, comme maladresse de n'avoir voulu voir que la question identitaire, qui est primordiale, encore une fois, il a 1000 fois raison, mais sans voir quel était le poids également de la question sociale, de la question dite du pouvoir d'achat, si vous voulez. Mais tout ne se résume pas non plus au pouvoir d'achat, parce que si on résume la France au pouvoir d'achat, on ne fait qu'une accumulation de mesures techniques qui arrangent Macron et ses experts, mais qui ne répondent pas à la crise existentielle. Donc il a eu cette erreur-là de n'avoir que cette idée fixe. Et quand Malika Sorel dit qu'effectivement il a une analyse ethno-raciale, je pense que cela vient du fait qu'il n'a pas explicité ce que voulait dire la remigration. C'est ça peut-être ce qu'elle veut dire. Alors je ne suis pas sûr qu'il ait cette analyse d'une France ethno-raciale, mais la remigration dit quand même bien, quand elle fait référence dans le fond à l'exode des pieds noirs chassés par les Algériens, par les musulmans algériens, elle fait bien référence malgré tout à une civilisation chassée par une autre, et donc à une sorte d'ethno-racisme, enfin d'ethno-racialisme. Et donc, si c'est bien ce qu'il entendait, pourrait être ethno-racial, mais simplement, lui, il a fait comprendre que cette remigration n'était simplement qu'une expulsion de tous ceux qui étaient en illégalité ou qui étaient délinquants avec des doubles nationalités. Donc, je ne suis pas sûr que ce mot a été un peu ambigu, et moi, personnellement, j'ai regretté qu'il l'emploie à ce dessin-là, parce que lui qui est précis en général dans les mots, là il a donné prétexte à des surinterprétations et à des suspicions de racialisme, de suspicion qu'aimait Malika Sorel, en disant qu'il y avait une sorte d'ethno-racialisme peut-être qui pouvait se voir là-dedans, et de ce point de vue-là, elle n'a pas tort. Mais je ne suis pas sûr que... Et c'est peut-être ça qu'on aurait pu lui reprocher, en fait. Oui, on lui reproche beaucoup de choses. Quoi qu'il dise, maintenant, on lui reproche tout. Oui, mais de façon objective, c'est-à-dire... Mais là, en effet, moi, je trouvais qu'il aurait pu se dispenser
d'employer ce mot, ou en tout cas, il aurait pu simplement dire qu'il allait expulser tous ceux qui n'avaient plus leur place en France. Et dans le fond, il a voulu faire preuve d'originalité, parce que tous les candidats disent là qu'il faut les expulser tous, on est bien d'accord. Il a voulu marquer son originalité dans une période d'essoufflement. Je ne suis pas sûr qu'il ait été très convaincant sur ce sujet-là. Sur les autres, il l'est. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne perce pas? C'est en effet un mystère. D'abord, peut-être percera-t-il, je ne sais pas, mais c'est vrai que pour l'instant, toute la machine médiatique aussi, il faut dire les choses, et son discours du Trocadéro l'a montré, toute la machine médiatique est faite pour essayer de délégitimer, c'est-à-dire à peine pendant 10 secondes, la foule a crié Macron assassin, que les médias n'ont retenu de son discours et de son rassemblement, qui était quand même spectaculaire, même si on n'aime pas Zemmour. Et son discours était très bien. On a retenu que cet appel au meurtre, si je puis dire, en laissant comprendre que la foule ressemblait à son leader et que, dans le fond, tout ceci n'était qu'un rassemblement de factieux ou de je ne sais quoi. Donc les médias s'accordent toujours à vouloir éteindre tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à des alertes, et à vouloir éparpiller les regards plutôt que de les focaliser sur un sujet précis. Donc peut-être paye-t-il cela. Et puis il faut aussi remarquer que Marine Le Pen d'en face fait une très bonne campagne. Alors, oui, tout à fait, parce que Emmanuel Macron, on l'a vu, méprise le jeu démocratique qui exige le débat, donc il n'y a pas de débat, il ne fait pas campagne, ce qui est assez surprenant. Il est convaincu de gagner. Alors, il est convaincu de gagner. Est-ce que vous pensez que rien n'est joué et qu'il peut perdre? Ce matin, on le donnait gagnant à 52,5% seulement, contre Marine Le Pen à 47,5%. Oui, on est dans la marge d'erreur. Oui, il peut perdre, bien sûr, il peut perdre. La logique voudrait qu'il perde, d'ailleurs, parce que depuis le début, j'avais fait un précédent livre en annonçant qu'il allait perdre dès ses premiers mois, parce que je faisais cette analyse en fait assez banale de dire qu'il perdra dans la mesure où il n'avait pas compris que précisément, lui qui se présentait comme étant progressiste contre les populistes, que c'était les populistes qui, au contraire, écrivaient l'histoire, dans la mesure où les populistes, ce que j'ai appelé les enracinés contre les déracinés, que c'est cet enracinement qui devient le dénominateur commun à beaucoup de peuples fragiles qui, face à la mondialisation, se retrouvent dans leur essence même et dans leur cohésion. Et cette dimension-là... Emmanuel Macron est incapable de la comprendre. Il y voit au contraire une lèpre qui monte, il y voit du fascisme, il y voit du racisme, de la xénophobie, il y voit des monstruosités, sans voir que qu'en réalité, c'est simplement l'expression d'une angoisse de peuples fragiles qui ne veulent pas disparaître. Et donc, dès le début, j'ai misé sur sa défaite. Alors peut-être est-ce que je vais perdre mon pari au bout de 5 ans, mais... il est possible que non, parce que malgré tout, ces fondamentaux restent et se sont aggravés. C'est-à-dire que la détresse existentielle des Français les plus fragiles, de la classe moyenne notamment, c'est elle qui est la plus fragile, a été aggravée par ces 5 ans de mandat et par ces 5 ans de mépris profond qu'il a porté à toute cette population qui n'est même plus dans les radars du gouvernement. C'est-à-dire toute cette France oubliée, cette France invisible, est vraiment devenue une France invisible, à ses yeux en tout cas. Et pourtant, il n'en a aucun regard. Et quand il parle d'eux, je les entendais parler hier ou avant-hier, c'était dans une tournée, je ne sais plus où, d'un citoyen qui lui disait que sa mutuelle lui coûtait trop cher. Il lui a répondu, mais changez de mutuelle. C'est un peu avec une sorte d'indifférence à la condition de ces gens qui sont maintenant à 100 € près, ou à 10 € près même. Près, oui, bien sûr. Et donc, changer de mutuelle, c'est pas ça ce que disait le gars. Il disait le gars, c'est qu'il avait plus d'argent pour payer sa mutuelle, c'est pas de changer de mutuelle. Et donc, il est indifférent. Et toute cette petite oligarchie macronienne me sort par les oreilles et par les trous de nez. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas le plus général. Je vois rarement des gens qui me disent qu'ils trouvent Macron extraordinaire, ou sauf chez les très privilégiés, mais et donc c'est ce qui me fait dire que Macron peut perdre, pour répondre à votre question. Et quel que soit le vainqueur, Macron ou Marine Le Pen, vous pensez qu'il y aura, que c'est une promesse d'une révolte sociale, quel que soit le candidat
J'ai l'impression qu'on se dirige tout de même vers des tensions terribles. Même si c'est Marine Le Pen, je crois que la société est vraiment éruptive. C'est vraiment un monde qui s'effondre et rien n'est fait pour l'instant. Les institutions ne sont pas conformes à l'aspiration des gens. Il y a un vrai décalage. Il y a un décalage, il y a un décalage total. Moi, je ne crois pas du tout énorme. à l'homme providentiel. Je crois que Michel Onfray est sur cette même idée. D'ailleurs, je l'ai entendu développer cette même idée que j'avais développée aussi. Moi, je crois au peuple providentiel. Mais ce peuple providentiel, pour l'instant, il ne peut pas s'exprimer dans des structures telles que la Ve République qui ont fait qu'avec une telle hiérarchie qui va jusqu'à un chef de l'État surpuissant, cela puisse répondre à cette société qui est de plus en plus horizontale et qui demande au contraire des participations, des localismes, des initiatives, du girondisme, de la décentralisation. Nous, on est construit exactement sur le constat inverse, une construction inverse. Et donc, en même temps, je suis très mal à l'aise parce que je n'aime pas beaucoup faire de projections, mais on voit bien, malgré tout, que cette société ne tient plus qu'à un fil. En tout cas, ce monde politique-là ne tient plus qu'à un fil et que la société est prête à exploser, oui. Merci pour vos analyses. Merci. Et puis, mille merci d'avoir participé à cette émission. Journal d'un paria publié aux éditions de l'Artilleur. C'est un livre à lire, puisque je pense qu'il est toujours intéressant de revenir justement sur l'analyse des années passées pour peut-être mieux appréhender ce futur. Merci encore. Merci à vous.